universelle Oui. au Maroc nous a donné des ailes. Elle nous a ouvert les yeux, nous a donné de l'instruction. Dans la seule école de Mogador, il y avait 700 enfants, filles et garçons, à l'école de l'Alliance israélite Oui. dans les années du tout début de l'Alliance israélite au Maroc. Le gouvernement marocain, pour faire plaisir à Nasser, a décidé de suspendre les relations postales entre le Maroc et Israël. Or, des milliers de familles avaient des parents, marocaines, avaient des parents en Israël, et des milliers d'Israéliens avaient des parents au Maroc. Ben oui. Alors on ne pouvait plus leur envoyer une Les lettre. chansons. Il y a beaucoup Mais de je gens. dois revenir en arrière sur Mogador. Et à Mogador, il y avait donc une activité communautaire extraordinaire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir parmi les gens qui m'ont un petit peu formé, Monsieur Knafo, Monsieur Isaac Knafo. Ouais. Monsieur Isaac Knafo avait constitué une chorale, il avait constitué une espèce de cercle pour les enfants, pour les gens. Alors, était une ville qui était Un créée, port. c'est un port qui a été créé de toutes pièces. C'est une ville qui n'existait pas. Ça a été créé de toutes pièces au XVIIe siècle, au XVIIIe, et donc les premiers habitants de la ville étaient des juifs, disons, aisés, puisque le roi avait désigné une dizaine de familles juives et une dizaine de familles musulmanes pour coloniser cette ville qu'on venait de lui livrer clé en main. Elle avait un mélange, cette ville. Oui, bien sûr. Aussi. Un quartier juif. Un quartier juif. Mais plus tard. Au départ, la ville a démarré avec un petit noyau d'aristocrates juifs et musulmans. Alors, ils ont commencé à commercer avec le monde, et à commercer avec le monde, ils ont développé la ville, et en développant la ville, ils ont attiré les populations juives, berbères, des montagnes et des régions. Mogador n'existait pas. Existait un port à côté d'Agadir, ou à Agadir même, qui avait pour nom Santa Cruz. Et c'était un port où les Espagnols et les Portugais faisaient commerce avec l'Europe et avec le monde, sans payer de douane au roi, sans payer de redevances douanières ou de taxes. Bien. Et alors le roi n'était pas content de cette situation. Il ne pouvait pas lever une armée depuis le centre du Maroc et traverser tout le Maroc, qui n'était pas encore complètement soumis. Il y avait des tribus, il y avait des conflits, pour déloger les Portugais et les Espagnols installés à Agadir, qui s'appelait alors Santa Cruz. Un de ses vizirs, ou son vizir, lui a conseillé de faire un port avant Agadir, pour faire concurrence aux Portugais et aux Espagnols. Et donc on a créé Mogador. On a créé Mogador. Pourquoi on a créé facilement Mogador, et pourquoi ça s'est fait comme ça s'est fait avec ce décor-là? C'est parce qu'à l'époque, la France ou d'autres pays envoyaient des espions en Afrique du Nord et au Maroc en particulier pour savoir comment ils allaient pouvoir faire main basse sur le pays et le coloniser. Mais le Maroc attrapait parfois ces espions. Le plus célèbre d'entre eux, c'était le père de Foucault, qui s'est déguisé en juif et qui a traversé tout le Maroc, etc., etc. Alors, parmi ces gens-là, un de ces espions a eu le malheur de se faire attraper. Un ingénieur, originaire de Saint-Malo, qui s'appelait l'ingénieur Cornu. Cornu. Et ce type s'est fait attraper, il allait croupir dans les prisons, quand le vizir du roi s'est souvenu que ce type-là était un ingénieur, et qu'il pouvait peut-être servir pour édifier le port qu'il voulait faire. Donc on lui a dit, est-ce que tu veux faire un port? Et probablement lui a proposé la liberté contre la réalisation de ce port. Il a fait un port qui ressemble un petit peu à sa ville d'origine, qui était la ville de Saint-Malo. Ah bon? Et c'est pour ça que Mogador est fortifié un petit peu comme Saint-Malo. Avec des canons, tout ça. Alors maintenant, une ville livrée clé en main, mais vide, ne pouvait servir à rien du tout. D'accord. Alors le roi a pris des juifs de Fès, des juifs de Casablanca, des juifs de, je sais pas, de Casablanca ou de Rabat d'ailleurs, d'Espagne, ou de Meknès. Non.
Non. Et il leur a dit, voilà, je vous allez vous installer à Mogador, toi tu vas me donner un beau-frère, toi tu vas me donner ton fils, toi tu vas me donner ton gendre, puisque vous êtes des commerçants avisés, vous allez maintenant donner à cette ville un essor commercial. Et il a fait pareil avec quelques familles musulmanes. Donc la ville a démarré avec une petite aristocratie. Ouais. Et puis elle a commencé à commercer avec l'Angleterre, la Jamaïque, avec l'Amérique en important. Et c'était des gens qui ne savaient pas le français, qui allaient avec des traducteurs. L'anglais, je veux dire, pour faire du commerce. Comme il se faisait. Comment? Mais sans langue, justement, ils amenaient des gens avec eux. Non, mais il y avait des Anglais qui venaient pour acheter des marchandises, il y avait des Juifs qui allaient proposer. Ah bon? Vous savez, il fallait parler l'anglais. En fait, dans le commerce, la langue n'est pas très importante. C'est le besoin d'échange qui est important. À partir du moment où vous voyez une marchandise et que vous la voulez, vous vous débrouillez toujours pour vous exprimer. On exportait de la laine de Mogador, on exportait du cumin, on exportait des amandes, on exportait des épices, des du thé. Tout ce que... Non, on importait. Pas de thé, on importait le thé. Donc, voilà, on exportait. Alors ces familles se sont enrichies. Ces familles se sont enrichies et alors ils ont commencé à envoyer avec ces mêmes bateaux qui venaient faire le plein d'épices, de cumin, de céréales, d'amandes et de laine. Et bien ces mêmes bateaux emmenaient des gens de Mogador à Londres et les ramenaient. Donc il y a eu des allers-retours, une circulation qui s'est faite, qui a fait que les Juifs de Mogador se sont un petit peu émancipés d'une façon anglaise, pas française comme le reste. Toujours, ça m'a intéressée, j'aimais les formes de femmes fortes, abondantes, généreuses. Je travaille beaucoup dans le sud de l'Espagne, au soleil, et quelquefois à Paris, dans un atelier, ou ici même à la maison. Donc voilà. Vous avez fait dernièrement une exposition? La dernière que j'ai faite était à Los Angeles, voilà. Vous voyagez beaucoup? J'ai ma famille qui habite là-bas et je voyage beaucoup parce que ma fille est en Israël, ma mère est à Los Angeles, ma soeur et mon frère aussi. En 1943, j'ai quitté Mogador. Pendant 60 ans, je n'ai plus été à Mogador jusqu'à ces derniers temps, au mois de novembre. Mogador, disons intramuros, est un peu délabré. Mais oui. Par contre, en dehors des remparts, il y a une ville moderne, ultra-moderne, ville de province de France, avec des hôtels, avec des piscines, avec des restaurants, des clubs de voile, des clubs de tout ce qu'on veut là. Et pour un truc curieux, j'ai un logiciel de généalogie qui a été fait par un grand spécialiste à Mogador. Et avec ce logiciel, on retrouve les tombes des parents. Ah bon? Alors il y a une lettre ABCD, il y a une chose, on claque sur D par exemple, et il sort tous les dadons. Alors avec la pierre tombale et l'écriture en hébreu. Alors justement, tu as pèleriné là-bas? Pour retrouver l'emplacement dans les choses, il y a un quadrillage. C'est le carré numéro 10, numéro 18. On va sur le carré et on voit la tombe. Et tu as été, toi, péleriné sur la tombe de tes ancêtres? On n'a rien vu. On a été, on n'a rien vu. Voilà. Et vous parlez des robes, des tabliers simples, c'était des penny forts. Penny fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas cher. À la résidence du consul, il y avait deux drapeaux, un drapeau marocain, un drapeau du pays. Pourquoi les consuls? Parce qu'il y avait beaucoup de négociants à Mogador qui faisaient l'import-export. Et ils étaient reliés avec des ports européens comme Hambourg, Londres, Bordeaux en France. Et alors, à ce moment-là, il y avait un lien étroit entre ces commerçants de Mogador et les comptoirs européens.
certain moment, il y avait tellement de liens que les responsables des compagnies européennes demandaient à leurs correspondants à Mogador de leur envoyer leurs enfants pour faire leurs études à Londres ou à C'est comme ça. Et ils revenaient avec des costumes. Alors, les gens étaient habillés, par exemple, avec des redingotes, chapeau melon, avec une rose, avec une fleur au couteau, malgré tout ça, on a une nostalgie terrible. Moi, je ne pouvais pas résister à la nostalgie d'aller revoir Mogador. André Azoulay, qui a reçu carte blanche de Sa Majesté le Roi, a institué à Mogador un festival de la musique andalouse. Et chaque année, au mois de novembre, il y a un festival qui reçoit les musiciens, 3000 personnes. Les musiciens du monde entier, de l'Amérique du Sud, de l'Espagne. Haïm Zafrani, d'abord, c'était un ami et un cousin. On a été dans la même école pendant des années. Et moi, j'ai eu mon brevet d'études et lui, il voulait continuer. C'était un très bon élève. Il est venu à Paris pour suivre le brevet supérieur. Et en faisant le brevet supérieur, il a été à l'école normale, orientale, israélite, voilà. Voilà, les Juifs du Maroc, Haïm Zafrani, après... Alors, ici, poésie juive en Occident musulman. D'accord. Alors, littérature dialectale et populaire juive. Oui, il en a fait plein, 1000 ans de vie juive au Maroc. Le monde... Le plus connu. Ouais. Le monde de la légende. Il est venu comme instituteur à Mogador. Il a fait plusieurs postes d'instituteur. Il est devenu directeur d'école. Et ensuite, il était délégué de l'Alliance israélite-française. Oui. Puis après, il est venu en France. En France, il a eu des postes très importants dans le milieu de l'enseignement. Il était directeur à l'ENIO, l'école normale israélite orientale. Oui. Et il était attaché de recherche au CNRS. Oui. Il a fait son doctorat, docteur d'État, avec une thèse qu'il a fait sur il a fait l'histoire des Juifs du Maroc. عشان